Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est Charlie qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour débriefer le Game 3 de cette finale de conf face aux Wolves. Alors heureux, c'est un bien grand mot, au vu de la défaite du Thunder. Que dis-je, la déculottée historique que s'est mangé OKC à l'extérieur par Minnesota pour leur permettre du coup de réduire l'écart à 2-1. Et évidemment, comme c'est moi qui présente cet épisode, je suis accompagné de mon acolyte Tom. Comment ça va, Tom? Bah, ça va, toujours content d'enregistrer un podcast, même si j'aurais bien aimé que ce soit pour pour une autre prestation. C'est ce que je dis en off à Charlie, dans les podcasts où je suis présent, à part le Game 7 contre Denver, souvent c'est des matchs laborieux, pas terribles de Casey, donc on espère, je suis peut-être le chat noir du groupe cette année, on sait pas, mais ouais, bah content d'être là, mais pas très content d'avoir vu ce match parce que c'était, comme tu l'as dit, une déculottée, la démontada subie par OKC. C'est la pire défaite de l'histoire d'OKC en playoff. C'était horrible. On va en parler quand même. Hein. C'était pas le, c'est pas le match qui va nous le plus nous faire dire qu'OKC sera champion cette année. C'est pas avec ce match c'est pas ce match qu'on pourra prendre comme exemple. Quoi. Ouais, c'est sûr. C'est peut-être pas le match où on va être les plus positifs, mais comme tu l'as dit, voilà, n'hésitez pas à demander à ce que Tom parte de l'équipe de We Are Thunder pour qu'on soit champion NBA. Voilà. Mais en tout cas, malgré cette défaite, j'espère que vous êtes toujours là pour nous suivre. Voilà, n'hésitez pas de nous suivre sur la chaîne YouTube, sur Twitter, sur la chaîne Twitch, de nous laisser vos commentaires. Hein. S'il y a des fans des Wolves, voilà, n'hésitez pas à nous chambrer sur cette belle victoire. Mais du coup, je vais essayer de faire un résumé du match. Voilà, ça va être très rapide. Voilà, un match, comme on l'a dit, à sens unique, puisque d'entrée de jeu, les Wolves, ils vont prendre les devants en étant très agressifs en défense et le Thunder va directement perdre beaucoup de ballons, accompagné d'un Edwards complètement en feu. Une grosse adresse de loin de Minnesota et en fait, l'écart va se creuser très vite avec un 34-14 dès le premier quart-temps. Et finalement, ce premier quart-temps, ça a complètement dominé par les Wolves. Il va un petit peu être à l'image du match dans son ensemble, puisque le Thunder va continuer de se faire dépasser dans tous les compartiments du jeu. On va avoir le temps d'en reparler, mais voilà, une attaque sans inspiration face à une grosse défense, faut bien le dire. Voilà, des joueurs du Thunder aux abonnés absents, une adresse de loin toujours aussi horrible, des choix de Denio, voilà, qui a essayé de tenter des choses qui n'ont pas marché, une défense complètement dépassée, même par le petit rookie Terrence Shannon Jr. Et ça va permettre aux Wolves de mener de 31 points, 72-41 à la mi-temps, un record de franchise pour les Wolves en termes de points marqués, le plus gros écart à la mi-temps dans une finale de conf depuis 1971. Voilà, le Thunder, c'était cadeau sur ce match et il n'y aura pas de remontada. Hein. Le scénario face aux Grizzlies ne va pas se reproduire parce que l'écart va continuer de grimper pour atteindre jusqu'à 45 points, il me semble. Voilà, Denio va envoyer le garbage time à la fin du troisième quart-temps et c'est tout simplement comme ça que le Thunder, comme tu l'as dit, va signer la plus grosse défaite de son histoire en playoff, 42 points d'écart, alors qu'on avait signé notre plus grosse victoire il y a un mois face aux Grizzlies, comme quoi tout est possible. C'est l'année des Euh, records. Hein, là. voilà. Bravo. Donc les Wolves réduisent l'écart, ils montrent quand même au Thunder qu'ils peuvent les battre, et ce même presque en les humiliant. Donc Tom, quel est ton ressenti à l'issue de cet énorme blowout où quand même les Wolves ont rendu une copie parfaite, tandis qu'à l'inverse, le Thunder a joué l'un de ses pires baskets depuis très très longtemps. Oui, bon, c'était horrible. Hein. C'était horrible en tant que fan d'OKC, parce que les fans de Minnesota, ils ont bien dû se régaler. Ils devaient être bien stressés au moment du Game 3, hein, les fans de Minnesota, parce que là, s'il y a 3-0, la série est pliée, mais bon. Les joueurs de Chris Finch ont bien répondu pour le coup, donc bravo à eux, hein, déjà. Ils reviennent à 2-1 et ils se mettent bien en confiance pour le Game 4 et on parlera du Game 4 après avoir débriefé ce match. Ce sera peut-être, d'ailleurs, je le dis maintenant, alors on va peut-être mettre 1h30 de podcast, hein, mais je pense que ce sera peut-être le podcast le plus court de cette campagne de playoff parce que c'est pas On va facile voir. de trouver des choses à analyser sur ce match. Tellement, comme tu l'as dit, ça a été une branlée, mais dès le début, quoi. Franchement, si on reprend au début du match, OKC mène 4-0. Seule fois qu'OKC mène du match, attention, avec une bonne entame d'Isaiah Hartenstein. Les premières minutes d'Hartenstein sont très bonnes, la suite elle est catastrophique. Mais pour le coup, sur les premières minutes, il y a notamment une petite passe de Chet pour Hartenstein, c'était une bonne entame. Et après, direct 8-0 Minnesota. Après, ça se bat un peu, t'es à 13-9 pour Minnesota. Et à ce moment-là, tu commences à couler avec un premier run. Les Wolves, ils te mettent un 17-2 dans ce premier quart et ils mènent de 20 points. Ils mènent de 20 points dès la fin du premier quart-temps. Et déjà à ce moment-là, tu te dis, bon, bah, s'il n'y a pas un gros run d'OKC dès le début du deuxième quart, le match est déjà plié, en fait. Donc,
c'est pour ça que ça va être dur d'analyser ce match, c'est que le match a été plié très vite et en fait, OKC a jamais rentré dans le match parce que Minnesota, oui, fait une super rencontre, on va en parler, ils ont rentré des tirs complètement lunaires à un moment donné, mais bon, s'ils étaient en rythme, c'est aussi que la défense d'OKC a pas fait grand-chose pour les arrêter. Mais contrairement aux Wolves qui étaient focus, tu le sentais, même il y avait eu des déclarations comme ça où menaient 2-0, les Wolves, en gros, ils sont venus comme si c'était le dernier match de leur saison, quoi. Tu sentais qu'ils étaient à fond dedans et au contraire, OKC en face, c'est venu en tongue. Franchement, il y a pas un joueur qui était dedans, quoi. Pour le coup, c'est dur. Le MVP dans le récap, si vous l'avez vu, c'est Jay Mitchell. Enfin, c'est dur de sortir un joueur du Thunder tellement tout le monde a été en dessous, quoi. Il y a jamais eu. OKC n'a pas joué le match, quoi. Concrètement, c'est ça qui est le plus frustrant, c'est que tu perds. Bon, ok, ça arrive, mais là, c'est que tu perds avec OKC qui a balancé le match concrètement. Donc, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et bon, je sais pas sur quoi tu vas embrayer, Charles-Élie, maintenant pour. Déjà, je suis globalement d'accord avec toi, hein. Les Wolves, voilà, sans mauvais jeu de mots, sont clairement venus avec les crocs. Là où Thunder est venu un petit peu, voilà, un petit peu la fleur au fusil. C'est les Wolves qui ont mis le rythme tout le match. Il n'y a pas un moment dans le match où, enfin voilà, le début, mais il y a un petit run dans le troisième quart, mais il n'y a pas un moment dans le match où tu as eu la main sur quoi que ce soit. Ça a été une domination complète. On disait d'ailleurs avec Constant, lors du dernier débrief, que voilà, le Thunder, c'était pas le genre d'équipe qui lâchait des matchs, les blowouts, c'est très peu pour nous. Et ben voilà, comme ça nous fait bien mentir. Pire défaite de notre histoire. Merci, au revoir. Mais non, ça a été, comme tu l'as dit, un match sans. Et moi, j'ai quand même envie de déjà tirer mon chapeau aux Wolves qui ont vraiment fait la copie parfaite, comme je l'ai dit. Voilà, énormément d'adresses à 3 points, certes, une attaque en feu, certes, mais moi, là où j'aimerais te lancer sur l'ajustement que les Wolves ont fait en défense, excite la zone dont on avait bien profité sur les 2 premiers matchs. Ils sont revenus vraiment avec énormément d'agressivité en défense, une grosse pression sur le porteur de balle. Parfois sur les écrans, on a vu du blitz, parfois juste une bonne navigation, parfois du switch. Mais ça a été très dur de se défaire des défenseurs des Wolves et le Thunder s'est retrouvé complètement dépassé par cette défense des Wolves et a fait quelque chose qui est assez inhabituel. C'est plutôt toi d'habitude qui va provoquer des turnovers. Là, tu t'es mis à donner une valise de ballons aux Wolves qui ont beaucoup joué en transition. Donc, je sais pas ce que tu en as pensé, mais il y a vraiment eu un ajustement de fait par les Wolves qui t'ont vraiment agressé, là où toi, tu t'es retrouvé sans solution et tu t'es retrouvé pris à la gorge par ces Wolves qui, ça leur a permis tout simplement de développer leur jeu en attaque par la suite. Ouais, non, mais sur la zone, c'est pour ça que Rudy Gobert fait un bon match là. Fait un bon match face à OKC, c'est que tu sens qu'avec la zone, tu pouvais notamment l'exploiter. Là, ouais, ils se sont montrés hyper agressifs. Tu l'as dit, OKC a perdu plus de ballons que Minnesota. On en avait déjà parlé dans les recaps précédents, même des précédentes séries. OKC qui perd plus de ballons que l'adversaire et qui perd du coup la bataille des possessions. C'est rarement gagnant pour le Thunder parce que c'est pas une équipe qui est hyper à droite OKC. Donc c'est une équipe qui joue vraiment sur le fait d'avoir plus de possession que l'adversaire et de faire déjouer l'adversaire offensivement notamment. Et là, ça a été tout l'inverse. Ouais. Donc Minnesota a fait un très bon ajustement. Je parlais du bon match de Rudy Gobert. Jaden McDaniels sur Shea a été excellent pour le coup. Même s'il n'était pas tout seul, mais il a vraiment. C'est le premier match sur lequel il l'a gêné. Là où sur les 2 premiers matchs, franchement, Shea lui faisait la chanson à chaque fois qu'il y avait une ISO, mais là pour le coup, il a été très bon. Ouais, non, ils se sont très bien ajustés en face, Minnesota, ce qui est pas étonnant parce que c'est quand même une défense élite. Hein. Les Wolves l'an dernier c'était la meilleure défense de la ligue. Là cette année, je sais plus combien ils étaient en rating, mais ils étaient dans le haut du panier, en saison régulière et même en playoff, on a vu qu'ils étaient performants. C'est pas étonnant qu'ils trouvent des solutions avec le personnel qu'ils ont et la qualité de coaching défensif qu'ils ont dans leur équipe. Le seul truc frustrant, c'est qu'OKC a rien tenté pour s'adapter à ça, quoi. Enfin, je vais peut-être embrayer là-dessus, c'est qu'OKC a pas été assez agressif justement. Je pense que la solution venait de là, c'est d'essayer d'aller pilonner le cercle, quitte à te faire contrer, parce qu'on a vu, tu vois peut-être Jalen Williams qui a été plus agressif d'OKC, le seul peut-être à essayer de mettre de la pression au panier, même s'il a raté plein de trucs. Hein. J-Dub il fait pas un bon match non plus. Hein.
Mais au moins, il essaie d'être agressif au panier. Globalement, il n'y a pas un joueur qui fait un bon match. Hein. Bah ouais, là, c'est On va revenir c'est dessus, une mais ouais, c'est catastrophe. terrible. C'est une catastrophe. Mais tu vois, c'est peut-être le seul qui a essayé d'être agressif au panier. Alors, des fois, il s'est fait cueillir, hein, pour le coup. Mm. Mais au moins, ça a réussi à débloquer 2-3 trucs offensivement quand il le faisait. Mais il était trop seul là-dedans et t'as pas essayé de les punir là-dessus, même sur les minutes sans Gobert, par exemple. Tu aurais pu essayer de les punir en faisant ça. Tu l'as pas vraiment fait. Et tu t'es fait prendre à la gorge. Et en fait, tu développais pas vraiment d'attaque parce que il te mettait une grosse pression sur le porteur de balle et sur les extérieurs en général. Et en fait, tu passais rarement la ligne à 3 points ou quand tu la passais pas dans des bonnes conditions pour prendre un bon tir. Donc ouais, voilà. Mais Minnesota t'as outplay. De toute façon, ils t'ont outplay des deux côtés du terrain, hein, pour le coup. Hein. Les Wolves ont été supérieurs dans tous les compartiments du jeu, au rebond. Enfin voilà. On va détailler par la suite, mais oui, ça part du fait de. C'est pas offensivement qu'ils sont ajustés, quoi. Offensivement, ils ont fait globalement ce qu'ils font depuis le début, depuis le début même des playoffs. Hein. Et défensivement, ils sont bien ajustés, ça a payé pour eux, donc ça a OKC de trouver les solutions maintenant. Ouais, pour illustrer ça un petit peu, sur le match précédent, on louait le fait que le Thunder avait vraiment pris soin de la balle. Tu n'as fait que 6 turnovers sur le match précédent. Là, sur la première mi-temps, tu en fais 9. Sur le premier quart-temps, tu en fais 5. Je crois que tu égales ton plus gros total sur une mi-temps des playoffs, 9 turnovers. Avec ça, c'est sûr que c'est compliqué. Surtout si en plus en défense derrière, t'es pas bon, on en reparlera tout à l'heure. Mais en fait, ouais, comme je l'ai dit, les rôles sont un petit peu inversés. Les Wolves sont mis à presser très très haut. Et ce qui a beaucoup gêné le Thunder et a généré des turnovers. Et là où sur les deux premiers matchs, t'avais soit Shea, soit J-Dub, ou peu importe quel joueur qui arrivait à faire des différences, à créer de la séparation, ben là, t'avais une défense des Wolves beaucoup plus resserrée et t'arrivais tout simplement pas à passer et pas à trouver des espaces. Tu avais une attaque vraiment stéréotypée où tu as eu du mal à trouver des tirs faciles, des joueurs libres. Et puis, tu as perdu des ballons, certes, à cause des Wolves, mais tu perds aussi des balles qui te font souffler, où tu sens il y a un manque de concentration et un manque de lucidité. Enfin, tu as J-Dub qui fait littéralement une passe à Rudy Gobert. Enfin, à un moment, Il y a des trucs, encore, il y a c'est des des fois trucs où que tu tu as n'as vraiment pas le. vu sur le match précédent, où comme je l'ai dit, tu prenais soin de la balle et tu étais super propre. Et puis il y a des fois où moi j'ai arrêté mes stats à la fin de troisième quart au moment où Kenrich rentre, parce que c'est là où le garbage time commence. Oui, bah Et clairement. en gros, il reste, il y a les 24 minutes de la mi-temps plus 10 minutes, il y a 34 minutes qui sont jouées. Tu as perdu 11 ballons dans ce laps de temps-là, et encore, il y a des ballons où tu les récupères. Je me rappelle de Caruso qui envoie une passe, mais avec un manque de vitamine D dans la passe qui est terrible, Ouais. et elle est récupérée parce que le ballon il rebondit, je crois, sur Rudy Gobert qui arrive pas à la capter, et rebondit, il revient sur Caruso, mais franchement, ça aurait été une perte de balle, ça aurait pas été scandaleux non plus. Donc, t'as même eu limite un peu de chance dans tes pertes de balles, parce que Mm. avec un petit peu plus de ballons qui arrivent un peu plus à 50-50 plutôt que qui rebondissent sur des joueurs des Wolves et qui reviennent miraculeusement chez toi, tu pouvais aller taper les 15 turnovers en 3/4 temps. Donc, ouais, non, c'était une catastrophe. Pour le coup, il n'y a pas eu de. Du coup, il n'y a pas eu de mouvement de balle parce que dès que tu faisais une passe, c'était mal fait. Tu avais des passes molles. C'est pas vraiment de trouver de décalage. J'ai une passe à un moment donné qui donne. Où la balle, elle tape la jambe du joueur des Wolves. Donc c'est pas une perte de balle, mais tu as une passe de J-Dub pour Hartenstein qui coupe au panier, qui est téléphoné à 10 km. Enfin, tu la vois 3 secondes avant qu'il la fasse, la passe. Mais enfin, non, c'était cata pour le coup. T'as pas développé d'attaque et du coup, tu t'es retrouvé à prendre des tirs que tu n'avais pas envie de prendre. Et vu que t'as toujours pas été adroit, mais OKC a pas été ultra maladroit non plus, parce que tu shootes, pareil, sur cette période de temps avant le garbage time, tu shootes Oui. à 9 On n'a sur même pas 29 précisé le points. fait que le Thunder était maladroit parce que Ouais, ça mais tu vois, commence vraiment t'es à à être habituel. 31%. 31%, c'est pas bon, mais c'est pas catastrophique non plus, tu vois. Ouais. T'es pas genre à 4 sur 28 ou des matchs comme ça qu'on a vu, qu'on a vu d'OKC plus d'une fois dans ces playoffs où vraiment tu rentrais Après, sur le rien au premier but. carton, tu es quand même à 2 sur 11. Donc, bon, Ah, le premier ça, carton, il est pas beau, hein, mais, c'est sûr. c'est Mais bon, compliqué. enfin, voilà, t'as pas développé d'attaque, quoi. C'est compliqué de dire plus, mais ouais, tout le monde côté Minnesota était concerné. Et ouais, côté OKC, personne n'est sorti du lot, même Shea, hein, il s'est fait manger, hein, pour le coup sur ce match. Il a pas été impactant, donc Ah ben, ouais, clairement, non, après, je ne sais même pas si ça sert à quelque chose qu'on revienne sur chaque joueur parce que chacun non. a été mauvais. Mais Shea, voilà, on a loué son match précédent et sa série de matchs précédentes. Mais là, c'était vraiment une rencontre sans pour lui.
On a retrouvé un Shea qui parfois soit se cachait, soit parfait se montrait, mais vraiment que pour le pire. T'as une succession de possessions où je crois pendant 3 possessions, il passe pas la balle. Il passe pas Ouais, la mais il balle, tente des pull-ups, il tente des il fait pull-ups que à des 3 points, des pull-ups trucs ou comme ça. des step back. Enfin voilà, parfois il en a mis, mais c'était cata. Et en défense, il s'est aussi fait dépasser. Enfin, on va en reparler. Et puis, si je peux en glisser une aussi pour montrer le manque d'intensité d'OKC dès le début du match, fin de premier quart-temps, t'es en train de prendre une tôle, et la dernière possession offensive que t'as, Shea, il met pas 8 secondes à passer à la ligne Oh médiane, tu purée, perds la balle. oui. Oh, c'est terrible. C'est C'est pas terrible. possible. C'est pas possible. Enfin, C'est à pas un moment possible à donné, ce concentrer niveau-là. les mecs, quoi. Là, ça montre bien qu'OKC ils étaient pas concentrés, quoi. Ils avaient pas envie de jouer, c'est pas possible. Je sais pas s'il y a pas de jet lag pourtant entre Oklahoma City et Minnesota. Enfin, Ouais, non, mais après, je sais pas. à l'extérieur, ça fait quand même pas la première fois qu'on a du mal à mettre notre jeu. Et ouais, crédit quand même aux Wolves qui nous ont vraiment pris à la gorge et qui ont du coup provoqué des turnovers et ont trouvé, surtout au premier quart-temps, des tirs des paniers en transition, là où le Thunder, une nouvelle fois, en défense en transition, comme sur le match précédent, s'est retrouvé encore une fois fragile. Ça permet d'embrayer sur la défense du Thunder, la défense all-time du Thunder qui encaisse 142 points. Là, sur ce match, la défense était aux abonnés absents. La défense ne s'est pas pointée. Les joueurs du Thunder n'étaient pas là. Alors certes, les Wolves ont été en feu, adroits tout le match, mais vraiment tout le match. Il n'y a pas un moment où tu n'as pas pris des tirs à 3 points, qui soient ouverts ou pas ouverts. Ils ont été exceptionnels et ont rentré des trucs impossibles. Mais le Thunder a été beaucoup, beaucoup trop permissif. Déjà, tu n'as pas fait ce qu'eux, ils ont fait et ce qui normalement est ton ADN, c'est-à-dire agresser le porteur de balle. Tu t'es retrouvé en retard sur chaque mouvement de Minnesota et tu n'arrivais pas à tenir les 1 contre 1, ce qui est quand même assez rare. À côté de ça, voilà, tu as fait ce que tu fais depuis le début de la série, c'est-à-dire aider énormément, privilégier la protection de cercle et de ta raquette en dépit de la ligne extérieure et du tir à 3 points et des corners, en espérant que les Wolves sont maladroits. Bon, là, manque de peau, ils ont été adroits tout le match. Ça avait marché, non, mais là, sur ce match, pas du tout. Et en plus, j'ai quand même eu l'impression qu'ils ont généré encore plus de tirs ouverts que d'habitude, parce que là, tu aidais vraiment systématiquement, que cela soit weak side, donc côté opposé à la balle, ce qui est à peu près normal, mais surtout côté ballon. En fait, tu laissais ton gars dans le corner à chaque fois qu'il y avait un drive, et du coup, tu te retrouves en retard. Et tu as été même en retard sur la protection de cercle. Enfin, de toute façon, il n'y a pas un compartiment du jeu de ta défense où tu n'as pas été à la rue. Donc voilà, je vais te laisser continuer sur la défense du Thunder, mais c'était très inhabituel et très frustrant quand même de voir ça de la part d'une équipe qui nous a régalé en défense toute l'année. Mike, il se met dans ses matchs défensivement surtout. Parce que l'attaque d'OKC qui patine, bon bah c'est pas la première fois qu'on voit ça, hein, ça peut arriver pour le coup. Mais une défense aussi peu concernée. Déjà que l'attaque d'OKC est assez dépendante de la défense dans le sens où tu crées beaucoup de transitions. Bah là, c'est pas avec une prestation défensive comme ça que tu peux créer quoi que ce soit. Hors garbage time, ils ont fait 6 turnovers, hein, Minnesota, bah c'est pas beaucoup. Ils ont shooté, alors sur le match, ils shootent à 20 sur 40 à 3 points, mais hors garbage time, ils sont à 15 sur 28, ils sont à 53,6% à 3 points. Alors, ils ont mis des tirs quand même complètement lunaires vers le 2-3e quart-temps. Ils mettaient des trucs, c'était incroyable. Dès qu'ils shootaient, tu savais que ça rentrait pour le coup. Mais pourquoi ils ont mis des tirs aussi lunaires, c'est que tu les as laissés se mettre en rythme pour le coup. Et dans le premier quart, il y a un camion de tirs ouverts pour tous les joueurs de Minnesota, que ce soit les mecs dans les corners, ou que ce soit même, désolé, mais quand tu passes sous l'écran face à Anthony Edwards sur un pick and roll, bah, évidemment, il va prendre le pull-up à 3 points et évidemment, il va le rentrer, enfin, sauf quand il est dans un mauvais soir. Mais là, pour le coup, bah, c'était du très bon Anthony Edwards, donc bah, t'as puni là-dessus. La défense n'était pas concernée. T'as laissé des camions de tir ouverts. Tu l'as dit, t'étais même pas si bon que ça en protection de cercle pour le coup. Il y a des petites séquences de Chet qui arrivent en aide où il y avait 2-3 trucs sympas, mais franchement, c'était très léger. T'as quand même pas mal de moments où tu te retrouves avec du coup ton intérieur. Parce qu'on en parlait, il y a eu très peu les deux intérieurs sur le match pour le coup, mais et c'est un truc dont on parle depuis le début de série, mais les deux intérieurs, ça marche pas super bien. Mais ton intérieur se faisait sortir de la raquette et du coup, tu laissais Minnesota sortir ton intérieur de la raquette et eux, quand ils attaquaient le cercle, c'était Shea qui se retrouvait en protection de cercle. Bah, évidemment qu'ils vont scorer, quoi. Il y a des possessions où c'est Rudy Gobert qui se retrouve avec la balle sous le panier et le gars qui conteste, c'est Shea, ou c'est même Isaiah Joe sur une possession. Mais... bah, évidemment qu'il va marquer Rudy Gobert. Enfin,
ok, c'est pas le mec le plus habile pour scorer, qui a le plus de touchés au monde, mais enfin mettre un dunk sur un mec plus petit que lui, il sait faire quoi. Donc forcément, il va le mettre ce panier. Non, la défense était totalement absente, était totalement de toute façon ça se résume, c'est tout con de résumer ça comme ça, mais ça se résume à l'intensité qui est mise sur le terrain. Et Minnesota a mis l'intensité d'une équipe qui joue sa vie en playoff, et OKC a mis l'intensité d'une équipe qui revient d'un road trip ou qui finit un road trip en saison régulière, quoi. qui a pas trop envie de jouer le match. En face, tu joues, tu fais oh tiens, bah c'est les Hornets. Bon, oh, c'est pas le match le plus cool, quoi. Non, franchement, c'est un peu ça en termes d'intensité. Et oui, bah tu t'es fait manger parce que Minnesota est hyper adroit. Tu les laisses dans leur spot, et que Minnesota, bah c'est pas les Charlotte Hornets, justement. Désolé aux Charlotte Hornets, hein. Ils prennent un taquet pour rien dans ce podcast. Mais bon, c'est juste pour dire que Minnesota, c'est une équipe qui est en finale de conférence, donc ils n'ont pas volé leur place. Si tu descends en intensité, forcément tu vas te faire punir, et très sévèrement pour le coup. Donc ouais, non, il y a rien qui va. Je sais pas si tu veux embrayer dès maintenant, si t'as autre chose peut-être à dire, ou si tu veux embrayer dès maintenant sur les ajustements de Degnault pour essayer de remobiliser cette défense. Juste rajouter quelque chose. C'est le plus bas total de pertes de balles provoquées sur la campagne de playoff. T'en provoques que 10. Et sachant que le suivant, c'est 13 face aux Nuggets. Donc ça montre vraiment le manque d'agressivité et le manque d'envie avec lequel tu t'es pointé à ce match. Comme tu l'as très bien dit, il y a eu un tel écart d'intensité entre les deux équipes que 42 points, c'est logique en fait. C'est logique. Ils ont joué ton jeu. Ils ont joué ton jeu là où toi, tu as joué comme tu l'as dit, comme une équipe qui joue son dernier match de saison régulière et qui sait qu'elle est premier. Et puis Mais surtout, et pour revenir sur la défense, surtout, tu vois, c'est que Minnesota, c'est une équipe qui a tendance à perdre des ballons. On en a déjà parlé pour le coup, mais sur les matchs précédents. Mais c'est pas une équipe qui fait très bien circuler la balle et qui est très propre et tout. Enfin, c'est une équipe à qui, en mettant de l'intensité, tu peux vite leur faire dérailler leur attaque. Et là, c'est toujours pas avec du playmaking exceptionnel, hein, qui tombe outplay, mais juste des drive and kick, du pick and roll, des trucs simples en fait, même sur du 1 lesquels contre 1. bah ouais, du 1 contre 1. Enfin, pour le coup, ils ont pas fait des trucs exceptionnels offensivement, mais ils étaient très adroits, et toi tu mettais aucune intensité, donc forcément, mais ils ont déroulé leur jeu. Mais c'est vrai ce que tu dis dans le sens où ouais, les Wolves sont pas réputés pour leur attaque exceptionnelle. Voilà, ils ont pas les joueurs qui font les meilleures lectures. C'est pas un jeu bien huilé comme d'autres équipes. Mais en fait, si tu leur laisses l'espace pour driver, si tu leur laisses des tirs ouverts, si tu les laisses se mettre en confiance, pardon, bah ils vont te punir et ils vont pas faire semblant. Là, il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit ils vont arrêter de mettre dedans, ils vont arrêter d'être bons. Non, non. Ils t'ont mis une pilule tout le match. De toute façon, tu gagnes pas un carton sur ce match. Il n'y a pas un moment où tu existes. Il n'y a pas de révolte, il y a rien du tout. Et puis, même, voilà. regarde, ils font que 18 passes D sur 37 paniers hors garbage time. Du coup, je continue avec mes stats hors garbage time. Si vous voulez regarder sur le site nba.com, c'est vous arrêtez les stats au troisième carton à 2 minutes 08. Parce que c'est là où il y a le garbage time qui commence. Et vous verrez, c'est les stats du match qui comptent, parce que le garbage time, franchement, on s'en fout un peu. Mais ça a remis AJ Mitchell en rythme. Bon. Oui, AJ Mitchell, on va en reparler après, qui n'a pas non plus fait une très bonne entrée sur les minutes importantes. Ouais, mais du coup, 18 passes sur 37 tirs marqués. Enfin, ils ont pas été dingues en termes de création offensive. La plupart, comme je disais, c'est du drive and kick, quoi. Donc, ils ont pas fait des trucs exceptionnels offensivement non plus, mais ils t'ont outplay parce qu'il n'y a jamais eu ce moment où la défense d'OKC se réveille, où, je sais pas, on avait débriefé ensemble le Game 3 face à Memphis, où le Thunder est scandaleux en première mi-temps. Alors, je sais plus si c'était avec toi que j'avais débriefé d'ailleurs, ce que je disais. Oui. Mais, attends, si, lequel ensemble, ouais. Celui 3. Contre les Grises Game 3, non, on a peut-être fait le Game 4. Non, on a fait le Game 3 où on fait la remontada. Game 3. Et voilà. On a l'habitude de débriefer ensemble des matchs où le Thunder joue de manière cataclysmique. C'est vrai. Après, moi, j'ai le droit à une immunité. J'étais là au Game 7 contre Denver. Voilà. Tous les autres matchs, c'était pourri, mais le Game 7 s'est bien passé. Mais ouais, pour en revenir au match, on avait parlé dans le match contre Memphis, au Game 3. Tu te fais défoncer en première mi-temps, mais par contre, tu as cette révolte de la défense en deuxième mi-temps, et c'est comme ça que tu fais ton comeback. Là, je parlais pas d'une révolte jusqu'à remonter les 30 points de retard que tu as vite pris contre Minnesota, mais d'essayer de revenir à moins 20, moins 15, tu vois, d'essayer de commencer s'il y a un petit peu de doute. Même ça, on l'a pas eu, pour le coup. Il y a eu un petit run en début de troisième quart, vite fait, mais tu t'es repris un 12-0 derrière, donc ça... Voilà, OKC a jamais été concentré, ça commence par le volet défensif, où t'as pas défendu comme tu le fais depuis le début de saison. Ouais, et pour revenir sur Anthony Edwards, qui déjà, bravo à lui, fait un match sensationnel. C'était d'une pureté, voilà, c'était parfait son match.
Mais il t'a vraiment bouffé sur ces 3 points en sortie d'écran. Que ce soit Dort ou Kayson, pour le coup, là, les deux, Ouais. ils se sont fait avoir. Soit il passait sous l'écran, soit il passait au-dessus, il restait dans l'écran. Et soit c'était Hartenstein qui dropait ou Chet. Enfin, je comprends pas comment, après 3 points rentrés par Edwards, pourquoi tu tentes pas de blitz et de prendre à 2 sur Edwards. Constant, on avait d'ailleurs parlé pendant la preview qu'on aimerait bien essayer de challenger Edwards en le prenant à 2 sur ses sorties d'écran, essayer de voir ce qu'il peut faire en termes de playmaking. On sait que c'est pas non plus le meilleur playmaker du monde. Et surtout, quand c'est Gobert qui pose l'écran, Gobert, c'est pas la plus grosse menace de l'histoire sur pick and roll. Donc voilà, je pense pas qu'on doit s'inquiéter de voir Gobert servir en rythme si Edwards fait la bonne lecture. Donc je comprends pas trop qu'on n'ait pas fait cet ajustement. On en parlera tout à l'heure sur les ajustements qu'on aimerait voir sur le Game 4. Mais voilà, la défense sur Edwards a pas du tout été bien maîtrisée. Et il a fait un excellent match en alternant transition et très bon jeu sur les screens. Ouais, non, mais il a été très bon. Et oui, il faut le challenger sur son playmaking. Après, il a progressé, Edward, sur son playmaking quand même. Enfin, il progresse au fur et à mesure. C'est un joueur que j'aime beaucoup, honnêtement, et qui est ouais, top 10 joueur NBA, quoi. Enfin, je sais pas où on le place exactement, mais c'est un super basketteur, un super attaquant. Mais oui, tu l'as pas challengé du tout sur son playmaking. Et bah, évidemment, quand tu passes sous l'écran sur les pick and roll et qu'il pull up à 3 points, bah, Edwards, il les met, ces tirs-là. Donc ouais, non, il fait un gros match, mais t'as pas vraiment essayé de le déstabiliser, c'est ça qui est dommage. Là où bon, si Edwards se met 40 points, mais que tu lui fous des prises à 2, ou je sais pas, t'essayes de le déstabiliser, et qu'il s'en sort quand même, bon bah écoute, s'il est trop fort pour ta défense, ça arrive. Hein. Mais là, oui, t'as pas fait l'effort d'essayer de le déstabiliser, c'est ça qui est rageant. Ou même t'as jamais vraiment même déstabilisé Julius Randle, hein, pour le coup. Hein. Qui fait une bonne entame de match, ce qui met Minnesota dans le match quand ils prennent le 4-0 d'entrée, c'est 2 post-up de Randle il y en a un sur J-Dub et un sur, je crois que c'est sur Dort. Pour le C'est coup, 2 ouais, c'est post-up où sur il Dort, prend mais des. pour le coup, c'est plutôt bien défendu là. Juste Ouais, l'entame de match est bonne, mais du coup, il met 2 post-up où il met son fadeaway, ça rentre. Et après, t'as pas. Tu vois, là où dans le game 2, t'avais réussi à le sortir du match, notamment en lui faisant perdre des ballons, en le mettant en rythme et tout. Là, t'as pas vraiment essayé. Tu vois, quitte à pas blitzer Edwards, essaye au moins de blitzer Randle. Un minimum, quoi, parce que Randle, tu sais que tu peux lui créer du déchet. Même ça, tu l'as pas fait non plus, donc ouais, non. Que ce soit sur Edwards ou Randle, t'as pas vraiment fait ce qui a fait ton succès sur les 2 premiers matchs, et t'as pas vraiment essayé de les déstabiliser. Et l'attaque de Minnesota, elle est quand même vachement dépendante de ces 2 joueurs-là, donc c'est dommage de pas avoir mis l'intensité que tu as mis sur les 2 premiers matchs, et du coup, bah, y a pas de secret, hein. Si tu fais pas ce qu'il faut pour empêcher l'adversaire de bien jouer, bah, ils vont te défoncer, comme là, ça s'est passé où tu prends 40 pions, quoi. Ouais, tout à fait. Je te propose qu'on embraye sur les choix ou ce que Denio a tenté, en tout cas, pour essayer de revenir dans ce match, parce que forcément, quand tu te retrouves à 34-14 à la fin du premier quart-temps, tu essaies de faire des ajustements. Là, justement, après ce premier quart-temps, je vais commencer par ça, a été de faire rentrer Jalen Williams à la place du small ball, parce qu'au final, sur les 2 premiers matchs, tu avais plutôt fait du small ball. Jalen Williams n'était jamais rentré et ça avait plutôt bien marché. Alors, j'ai aucun problème avec Jalen Williams, hein, même si, bon, pour ceux qui suivent les podcasts, vous savez que pas forcément fan du fait qu'il joue sur les séries de playoffs, même s'il fait une très bonne série face aux Nuggets. Mais là, tu le fais rentrer, c'est Naz Reid et Julius Randle en face, mais tu le mets en défense sur Terrence Shannon Jr., le petit rookie qui obtient des minutes, on ne sait pas comment. Et ce qui est dingue, c'est que c'est un petit rookie qui n'a jamais joué de la série et on arrive quand même à faire en sorte d'être ciblé par ce joueur parce que on fait défendre Jalen Williams dessus, ce qui est complètement improbable et complètement impensable. Donc le petit, il a pris complètement feu face à Jalen Williams qui, évidemment, vous connaissez Jalen Williams, par son manque de mobilité, s'est fait complètement manger. Il se fait même manger aussi sur son drop habituel sur les écrans avec un 3 points de Conley. En attaque, il rate ses tirs et il fait un moving screen, ce qui fait que ça rend la balle. Donc vraiment, l'entrée de Jalen Williams, elle est catastrophique, alors que tu es dans le deuxième quart-temps, qu'il n'y a pas Anthony Edwards, que tu espères essayer de revenir. En fait, tu as cette entrée de Jalen Williams et en face,
Terrence Shannon Jr. qui prend feu, qui fait que d'entrée, c'est très compliqué de faire un run, même si j'en veux même pas à Jenny Williams, j'en veux plus à Daigneault, en fait. Je comprends pas tellement le choix de le faire entrer pour le faire défendre sur un ailier. Voilà, c'est assez incompréhensible. C'était seulement 3 minutes de Jenny Williams, mais c'était interminable. Mais si j'essaie de trouver une logique à ça, alors j'ai pas compris non plus, hein, parce que pour moi, Jalen, l'utilité qu'il peut avoir dans cette série, alors il avait pas joué de la série, Jalen, pour le coup. C'était plus Kenrich qui jouait des minutes, mais et qui a pas joué d'ailleurs en garbage time sur ce match, c'était assez surprenant aussi. Mais l'utilité que tu peux trouver à Jalen, c'est Randle est chaud, tu veux lui mettre un mec physique dessus. Bon, le problème, c'est que Randle, il sort à 3 points, mais tu préfères prendre des 3 points de Randle que du post-up, comme il en a mis plusieurs dans ce match. Donc, à la limite, tu le fais rentrer là-dessus, tu te dis, bon, ok, pourquoi pas, ça se tente. Nasrid, il joue comme un ailier, donc pas foutre un intérieur, c'est pas déconnant non plus. Enfin, ok. Mais c'est vrai que sur Shannon Junior, peut-être que l'idée c'était de se dire, bah Shannon Junior, c'est pas un mec très adroit, donc tu vas essayer de miser là-dessus et te Oui, dire, sur bon le bah drive, niveau il l'a spacing, mangé, quoi. bah oui, c'est ça le souci, c'est que niveau spacing, ok, tu peux tenter ça, mais Shannon Junior, oui, c'est un mec qui est athlétique, c'est un mec qui est rapide. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, honnêtement. Du peu que j'ai vu Terrence Shannon Junior, j'aime bien le style. Il met des gros dunks. Il est agressif. J'aime bien les mecs globalement qui bourrent au cercle. Mais tu vois, là-dessus, enfin, ouais, il y a même, il y a un moment, je crois, il fait une pump fake et Jalen il tombe dedans et il chope un N1 là-dessus. Enfin, vraiment, tu te dis, mais pourquoi? Dès la première Bah, possession, tu de vois toute que c'est une façon, mauvaise c'est idée, simple. quoi. Il rentre, il joue 4 minutes, il marque 9 points. Bah oui, Donc, bon. il est énorme, Terrence Shannon, sur son entrée. Franchement, il fait un run à lui tout seul, quasiment. Ah oui. Mais ouais, non, j'ai pas compris le fait de rentrer de Jalen, je veux bien, mais j'ai pas compris l'utilisation de Jalen Williams. Enfin, je vois pas Encore, je trop ce trouve que que Jalen t'apporterait plus, quoi. sur cette série, la pertinence de le faire rentrer, Mais je te ça dis, se à part discute. sur Mais bon, Randle, tu vois. À part t'es à sur moins Randle, 20, tu tentes des choses. Ok, mais là, c'était incohérent, en fait. oui, parce que en soi, il a tenté des trucs, d'Egnol qui se comprenaient. Il y a eu plus d'Isaiah Joe qui Ouais. start à 2 secondes mi-temps à la place d'Artenstein. Tu te dis, ok, pourquoi pas. Il met du AJ Mitchell, surprenant, mais tu te dis, bon, on t'apporte un petit peu de tenue de balle et tout, ça peut se tenter. Bon, ça n'a pas marché non plus, mais tu te dis pourquoi pas. C'est vrai que Jalen, je te dis, moi, la seule utilité que je trouve, c'est défendre Randle. Mais là, sur Terrence Shannon, ouais, c'était pourquoi ne pas mettre du small ball, ouais, justement. Enfin, je vois pas trop je vois pas trop l'intérêt, sachant que Ben, Jalen, il va pas protéger le cercle, quoi. C'est justement, ça le truc. t'as essayé beaucoup plus de tall ball. Justement, t'as même un moment, je crois, dans le deuxième quart-temps, où tu remets ta line-up à 2 intérieurs. Ouais, Ce que il y a un moment, ils reviennent ce aussi, que ouais, t'as mais pas vu, ce que t'as pas vu avant sur les autres matchs. Bon, après, comme tu l'as dit, tu mets Isaiah Joe en entrée de deuxième mi-temps, ce qui est assez logique. T'es, t'es mené de 30 points, il te faut du 3 points, il te faut du spacing, ça se comprend tout à fait. Alors après, mettre Joe sur le terrain, je crois que c'est dans le deuxième quart-temps, alors qu'il y a Anthony Edwards, Alexander Walker, McDaniels, Randle et Gobert sur le terrain, c'est pas une bonne c'était pas idée. facile. C'était pas facile. Immédiatement, Randle, il l'a ciblé et il a marqué ses 2 points. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui font, enfin, c'est assez inhabituel de la part de Daigneault, tu vois. Genre, pourquoi tu mets Isaiah Joe alors que en face, t'as que des mecs physiques où tu peux te faire cibler. Bah, Mets-le t'as des... quand il y a Mike Conley, ce que tu as fait après, quand il y a DiVincenzo, où là, ça va aller en défense, il va s'en sortir. Mais ouais, après, ouais, voilà, Daigneault a tenté des choses, voilà, du Mitchell, comme tu l'as dit. Bon, Mitchell prend clairement feu sur le garbage time, mais sur ses entrées dans les minutes qui comptent, ça n'a pas été bon. Il a raté ses Il est à tirs. 0 sur Et 3. pareil, il s'est fait avoir en défense. Je me rappelle d'un drive de Nickel Alexander Walker dans le corner où il se fait clairement dépasser. Donc voilà, tu as fait des tests et globalement, l'apport du banc a pas été du tout au rendez-vous. De toute façon, l'apport de personne n'a été au rendez-vous. Mais sur des matchs où tu avais Shea ou J-Dub en difficulté, ou du moins tes titulaires en difficulté, tu arrivais quand même à trouver de la ressource avec ton banc. On a beaucoup loué la profondeur d'effectif de Casey. Ben là, même Kayson, même Caruso, même Wiggins, ils ont rien apporté de différent, en tout cas, que ce que le 5 majeur a apporté. Et tu n'as pas essayé de trouver un second souffle avec ton banc. Je crois que sur la première mi-temps, pour le coup, le banc des Wolves a été lui aussi énorme. Nasrid nous a fait la chanson. Il fallait bien que ça arrive à un moment. C'était là. Je crois que sur la première mi-temps, il y a 29-8 en termes de points marqués pour le banc des Wolves. Donc bon, Bah, sur les minutes hors garbage time sur tout le match, le banc d'OKC met 10 points, Nasrid met 10 points. Ah, voilà.
Et Voilà. 32 pour l'ensemble Évidemment, du banc. évidemment, je parle pas du garbage time parce que ça compte pas Ah oui, autant. non, c'est hors garbage time pour le coup, mais ouais, enfin, il y a eu un écart d'impact du banc et comme tu l'as dit, il y a personne qui est sorti du lot. T'as pas vraiment essayé des possessions avec Aaron Wiggins balle en main. Je suis un peu déçu de ça, parce que pour le coup, s'il y avait un gars, tu vois, Ouais. où tu te disais ouais, il a l'air d'être un peu en rythme, etc. C'était peut-être Aaron Wiggins, mais franchement, il Alors a tellement eu pour le coup, peu il y a un d'opportunités moment, que je crois qu'il reste genre 4 minutes dans le troisième quart-temps où tu sors Shai et J-Dub. C'est là que je me dis, oula, ça sent la fin. Et du coup, tu as une action où je crois Wiggins il se retrouve balle en main. Mais sinon, ouais, tu as raison, on l'a pas trop tenté. De toute faut façon, l'essayer à côté de Shea ou à côté de Dub, quoi. Parce que sinon, ouais, c'est lui voilà. le centre de l'attention. Vu ce Ouais, qu'a fait McDaniel, je suis pas sûr que de ouais, mettre c'est Wiggins sûr. sur un contre 1 sur McDaniel, ce soit une bonne idée. Mais ouais, non, ouais, les ajustements de Daigneault, bon, tu l'as dit, il y a eu des problèmes de timing sur les Ouais, ajustements. c'est De ça en même, fait. le fait de mettre Isaiah Joe, franchement, ça s'entend. Mais et c'est pas avec les matchs de Kayson et Caruso que tu peux te permettre de ne pas tenter de choses, justement. Euh, Après, tu l'as dit, Nasrid fait un gros match et il fallait qu'il y ait le Nasrid Game. Si on peut retenir quelque chose de positif, peut-être que c'est mieux d'avoir ce match où il y a tout qui va contre toi, il y a rien qui va, en face ils sont bouillants total, plutôt qu'avoir ça réparti sur plusieurs rencontres, tu vois. Là, tu t'es Bah, pris une bonne branlée d'un coup, ça fait mal, mais peut-être que c'est ce qu'il fallait et que ça se trouve Nasrid c'était son meilleur match de la série, tu vois, on n'en sait rien, mais je sais pas, ouais, mais bah après, ça permet un petit peu de faire la transition. Je pense qu'on a assez parlé du match. Voilà, c'est un blowout. on On va peut. pas non plus. J'en glisse une pour Hartenstein quand même, très dur, le match d'Hartenstein, très très dur. Ouais. Il a été ciblé offensivement. Dans le sens où, tu vois, la défense très agressive de Minnesota, dès qu'Hartenstein avait la balle en main, tu voyais, il y avait deux mecs qui fonçaient sur lui et c'était quasiment perte de balle tout le temps, quoi. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est Et du vrai. coup, Hartenstein se faisait mettre de côté et la moins mauvaise line-up, parce qu'on peut pas dire que c'est la meilleure line-up, mais la moins mauvaise line-up, c'est quand t'as Chet seul au poste 5 et ouais, Hartenstein, dès qu'il était sur le terrain, enfin, c'est simple, il joue 19 minutes, il est à moins 33 de plus-minus, quoi. Il s'est Ouais. fait cibler par Minnesota offensivement, défensivement aussi, hein, quand tu le sors du cercle, tu essaies de jouer sur sa mobilité. Et tu vois, pour le coup, le fait de mettre Jalen sur Shannon, je me dis, bon, bah, si tu veux essayer de jouer la carte du spacing, tu mets Hartenstein sur Shannon. Je sais pas, t'essayes un truc, mais où Ouais. tu te dis, bon, bah, il le laisse grand ouvert, mais au moins, quand il va driver, il va avoir la caisse pour encaisser le contact et il va mieux défendre. Mais oui, sinon, le match d'Hartenstein a été très, très compliqué pour le coup. S'il y a peut-être un mec, peut-être pas en dessous des autres, entre guillemets, parce que bah, c'est juste que c'est en face qu'ils ont décidé de cibler Hartenstein, c'est pas tant lui qui est plus mauvais que les autres. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en tout cas, le joueur qui a été ciblé en priorité par Minnesota, c'est Hartenstein et ça a très bien marché pour eux. Donc ça rassure pas par contre sur l'impact d'Hartenstein sur le reste de la série pour le coup. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'il a été ciblé et on l'a moins vu. Enfin, on l'a vu au début, comme tu l'as dit tout à l'heure, un petit peu ce qu'on avait dit sur le débrief avec Constant. Tu ciblais un petit peu Gobert avec Hartenstein qui se baladait sur les drives de J-Dub et Che, où tu te disais, ben, là, on arrive à le trouver, mais c'est vrai qu'on l'a moins vu. Il s'est fait cibler quand il était dans sa position de hub. Mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le match ou on peut enchaîner sur la suite? Bon, c'est déjà bien. Hein. C'est C'est déjà déjà pas bien. Je mal. pense qu'on va faire mon récap. C'est Hein. déjà pas mal. Mais voilà, on s'est pris un blowout, une bonne correction, qui, je l'espère, va amener son lot de réaction et permettre aux joueurs du Thunder de redescendre un petit peu, voilà, et de ne pas croire que cette finale de conférence est déjà gagnée, un petit peu de mettre un peu de respect sur Minnesota. Mais maintenant, voilà, faut pas non plus paniquer. Je pense que ça c'est arrivé et ça réarrivera à plein de bonnes équipes de se prendre une branlée. Voilà, c'est qu'un Moi, match. tu regardes Boston l'an dernier, notamment quand ils jouent le hit au premier tour, Ouais. où Boston domine tous les matchs. Par contre, le match qu'ils perdent, ils prennent moins 20, je crois. Ils prennent une bonne tôle. Bon, c'est pas un moins 40 comme OKC, mais ils prennent quand même un bon score sec, quoi. Donc, Mm. ça peut arriver à n'importe qui de se prendre sur un match, une branlée, où tout va dans le sens de l'adversaire et où toi, t'es pas du tout dedans. C'est pas ça qui Oui, enterre la série en soi. oui, c'est ça. Les Wolves ne seront peut-être pas autant au feu à chaque match et tu seras pas autant à la rue sur 2 matchs de suite. Et je l'espère, enfin, je pense, tu vas forcément revenir avec une ambition différente après un tel match. Euh, donc toi, est-ce que selon toi, on doit tirer quelque chose de ce match ou est-ce qu'il faut l'oublier? Est-ce que c'était un match où juste ils étaient en pleine forme et nous, à l'inverse, on n'était pas dedans? Qu'est-ce que tu pourrais dire un petit peu là-dessus? Si je pouvais oublier le match, je le ferais, mais c'est pas possible. Malheureusement, c'est trop marquant comme événement pour oublier un moins 42 en playoff.
Mais non, pour moi, faut pas dramatiser les choses après le match non plus, parce que tu regardes les 2 premières rencontres, tu sens que t'as l'air d'avoir une marge sur Minnesota. Pas une marge énorme non plus, mais t'as l'air quand même d'être la meilleure équipe, et ça semble plus clair que face à Denver, pour le coup, où vraiment Denver, c'était un gros affrontement. Mais tu vois, même sur les débriefs de fin de série, Constant n'était pas trop d'accord. Lui, il disait plutôt que c'était Denver qui avait pris un peu le dessus. Moi, je trouvais qu'OKC était toujours la meilleure équipe, mais tu vois, ça se discutait. C'était du 50-50 ou quasi, quoi. Là, face à Minnesota, tu regardes les 3 premiers matchs, globalement, quand OKC fait ce qu'il faut et joue son jeu, c'est dur pour Minnesota quand même de répondre. Donc, faut pas dramatiser la chose. C'est une très grosse défaite, mais ça reste qu'une défaite, et il y a toujours 2-1 Thunder, hein, donc tu as toujours ton avantage du terrain, et tu as toujours l'occasion sur le Game 4 de quasiment enterrer Minnesota en menant 3-1 et en revenant chez toi pour le Game 5. Donc, c'est toujours toi qui as la main sur cette série. Mais par contre, oui, il va falloir s'ajuster, parce qu'on a vu, et on en a parlé sur le volet défensif, Minnesota a trouvé des ajustements pour gêner ton attaque. Donc, va falloir s'adapter à ça. Et première chose que je veux voir, c'est beaucoup plus d'agressivité de la part de tout le monde, que ce soit tes stars. Donc, Shai en premier, qui va devoir être plus agressif au panier, et arrêter, parce qu'il y a eu trop de pull-up à 3 points, même s'il a 2 sur 5 à 3 points sur ce match. Donc, il n'a pas été maladroit dans l'absolu, mais il restait trop, il est pas assez dans ses spots, il n'a pas été assez agressif, hein, tout simplement. J-Dub Chet, je veux les voir plus agressifs, même si c'est pas les pires sur ce match, et surtout même les role-players. Moi, je veux voir beaucoup plus de mouvements dans l'attaque d'OKC, beaucoup plus de mecs qui cut, beaucoup plus de propositions, d'écran, etc. Parce que là, si l'attaque a été en galère comme ça aussi, c'est que t'étais trop statique, et on avait assez peu finalement de ces cuts de Kayson Wallace, d'Alex Caruso. Il a essayé un peu de bouger avec Caruso pour le coup, mais moins que d'habitude. Aaron Wiggins, on l'a assez peu vu. Isaiah Joe, bon, il a pris les 3 points, mais bref, je veux voir une attaque où il y a beaucoup plus de mouvement et beaucoup plus de vie dans l'attaque pour essayer de désorganiser la défense de Minnesota. Tu vas essayer de sortir Gobert de la raquette. Tu vois, ça n'a pas vraiment été testé sur ce match non plus, hein. Il y a eu très très peu de séquences où Gobert t'essayait de le sortir du cercle, alors que c'est évidemment ce qu'il faut faire. Je veux voir une attaque beaucoup plus concernée déjà dans un premier temps, et beaucoup plus qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on voit d'OKC, même quand OKC est maladroit, hein, que d'avoir des choses proposées, d'avoir du mouvement de balle, et de pas avoir la bouse qu'on a eu sur ce match, hein, parce que, pour être clair, c'est très mauvais offensivement ce qu'on a vu aussi. Ouais, bah globalement d'accord avec toi offensivement. Là où j'ai mes petites inquiétudes, c'est que selon moi, et j'en avais parlé sur les autres débriefs, tu as réussi à trouver du jeu offensif, évidemment, en provoquant des pertes de balles. On va parler un petit peu de défense après, mais on le sait, c'est l'ADN de Casey. Tu provoques des pertes de balles et tu arrives à trouver des tirs faciles. Mais sur jeu placé, j'ai trouvé que ce qui avait fait notre force, c'est Shai, J-Dub, qui ont tout simplement, à eux seuls, créé beaucoup de séparation, fait beaucoup de décalages, qui ont permis ensuite de trouver un Chet qui a été très bon sur le match 2, etc. Là, tes stars ont été bien prises, elles ont été très bien défendues, donc j'ai vraiment très hâte de voir comment est-ce que tu vas réussir à trouver de la variété. Comme tu l'as dit, ça va passer, je pense, par les role-players qui vont devoir, déjà de 1, évidemment, mettre leur tir, mais surtout faire les bons choix quand ils reçoivent la balle, vraiment être de bons connecteurs pour essayer de trouver du mouvement, parce que on peut pas se reposer que sur du hero ball de Shai et de J-Dub. On l'a vu, même quand ils ont tenté sur ce match, ils ont été bien pris, et ça tout simplement, ça nous a mené à une attaque qui était complètement stéréotypée et complètement à l'arrêt. Donc je suis impatient de voir ça. Et maintenant, pour switcher un petit peu sur la défense, euh, évidemment, je veux voir la défense de Casey telle qu'on la connaît, c'est-à-dire très agressif sur les lignes extérieures déjà. Donc vraiment empêcher, couper les lignes de passe, être agressif sur le porteur de balle, enfin tout ce qu'on a eu l'habitude de voir. Et je vais te lancer sur ça. Est-ce que selon toi, il faut changer un petit peu notre stratégie? Là, les Wolves ont mis énormément de temps à 3 points parce qu'on les a laissés ouverts, et on l'a un petit peu fait déjà sur les 2 premiers matchs. Est-ce que selon toi, il faut continuer à les laisser ouverts, s'en tenir à notre plan de jeu, ou un petit peu modifier nos schémas défensifs? Bah, les tirs ouverts dans le corner, t'es un peu obligé de choisir des tirs qui vont être plus faciles pour l'adversaire. Donc ça, à la limite, ça fait partie de ce que tu fais défensivement. Donc
c'est pas ce qui me choque le plus, qu'il y ait des tirs ouverts dans les corners côté Minnesota. C'était le cas sur les 2 premiers matchs aussi, donc c'est pas forcément gênant. Et vu que les shooters, bon, Alexander Walker, ça peut rentrer, mais DiVincenzo, tu vois, c'est pas le mec le plus adroit sur ses playoffs, par exemple. Bon, ça, disons que tu te fais enterrer là-dessus, c'est chiant, mais il faut bien, enfin, tu peux pas tout bien défendre parfaitement, c'est impossible. Non, moi, ce que je veux pour en termes d'adaptation, c'est, blitz-moi le porteur de balle. Fais subir aux porteurs de balle de Minnesota ce que eux t'ont fait subir sur ce match-là. Tu leur laisses aucune liberté. Et quitte à se faire enterrer par leur role-player, hein, quitte à ce que ce soit genre des possessions où c'est Mike Conley qui drive, et en fait, c'est lui qui te crée le décalage. Bon, bah, écoute, si c'est Mike Conley qui te crée le décalage, bah, tant pis, c'est comme ça. Si c'est Jaden McDaniels qui fout 25 points, bah, je préfère ça plutôt que laisser une liberté totale à Anthony Edwards, comme sur ce match où il t'en plante 30 et t'as jamais vraiment essayé de l'empêcher d'aller dans ses spots et de scorer. Donc, moi, je veux une grosse pression sur Anthony Edwards. Sur le pick and roll, t'en parlais, le pick and roll Edwards-Gobert, faut arrêter de passer sous l'écran, on s'en fout de Rudy Gobert qui va au panier. Enfin, pour le coup, même s'il va au panier et qu'il capte la balle, bah, tu le sabres et il y a 2 lancers, tant pis. Mais emmener Rudy Gobert au lancer, c'est arrivé une fois, je crois, sur ce match quand même. Mais il fait 1 sur 2 d'ailleurs. Mais voilà, emmener Rudy Gobert au lancer, bon, bah, c'est pas un mauvais calcul dans l'absolu. Donc ouais, je veux du gros blitz sur Edwards, et je veux aussi même de l'adaptation sur les porteurs de balles globalement, parce que Julius Randle aussi, il faut essayer de le déstabiliser un peu plus. Randle, on l'a vu sur le match 2, tu peux le sortir de son match, même sur la deuxième mi-temps du match 1 pour le coup, parce qu'il est en feu sur le match 1, mais deuxième mi-temps tu le vois très peu. Tu le vois très peu, et sur le match 2, bah, il est benché dans le 4e quart carrément. Donc, mais t'as moyen de le déstabiliser, Randle, même si c'est un poste 4 costaud et qu'on sait que c'est un peu la kryptonite d'OKC. T'as quand même moyen de le déstabiliser, de le rendre moins efficace, sans parler de le laisser shooter à 2 sur 11 comme le match 2. Même dans des mauvais matchs, il peut quand même apporter, mais t'as les moyens avec ta défense habituelle, pas celle que t'as fait sur ce match-là, mais sur les 2 premiers matchs, t'as moyen de le déstabiliser aussi. Donc ouais, je veux une plus grosse pression sur les porteurs de balles, quitte à te faire sanctionner par les role-players, mais essayer eux de les sortir de leur match, parce que t'as largement moyen, et comme on l'a dit, c'est pas des passeurs exceptionnels non plus. Ils sont capables, dans des bons matchs, de faire des bons matchs de playmaking, mais Edwards et Randle, c'est avant tout des scoreurs. Donc essaye de leur faire perdre des ballons, quoi, de leur créer du déchet, parce qu'il y a moyen, surtout de leur créer du déchet. Moi, je suis globalement d'accord avec toi, hein, de toute façon, il faut jouer comme tu as joué, comme ce qui a fait ta force sur les 2 premiers matchs. Défensivement, sur le match 2, c'était pas toujours parfait, mais tu étais quand même dans tes standards de défense élite à déjà de 1 provoquer des balles perdues. On l'a dit, ce match-là, c'est le match où tu as provoqué le moins de balles sur l'ensemble des playoffs. Faut faire mieux. Donc déjà, tu vas trouver du rythme en attaque. Et surtout, tu vas déstabiliser cette attaque des Wolves qui avait beaucoup trop de liberté et qui a pu fluidifier son jeu. Donc voilà, ça va passer par beaucoup plus d'agressivité. Et comme tu l'as dit, moi, je suis pas dérangé à ce qu'on laisse les shooters de Minnesota tirer. C'est ce qu'on a fait sur les 2 premiers matchs. On a gagné 2 matchs comme ça. On peut en gagner 2 autres comme ça. Les Wolves vont pas faire 20 sur 40 tous les matchs, même si c'est des très bons joueurs. J'ose espérer qu'ils vont pas faire ça sur tout le restant de la série. Est-ce que tu as autre chose à dire sur les ajustements, ou tu peux partir sur comment est-ce que tu vois le Game 4 qui va être très crucial pour la suite de la série? Il va être important ce Game 4. Ça reste Minnesota qui a un poil d'eau. Enfin, ils sont plus dos au mur pour le coup, mais bon. Eux, ils ont quand même plus d'urgence à gagner le Game 4 que toi dans l'idée, mais il faut venir au Game 4 en se disant, bah non, là, c'est comme si t'étais 3-3, match 7, quoi. Tu viens pour gagner, parce que c'est vrai que si tu mènes 3-1, tu te mets quand même dans une position très confortable, même si on a déjà vu OKC dans l'histoire blow a 3-1 lead, hein. C'est déjà arrivé. Surtout en finale de conf. Mais ouais, en finale de conférence en plus, ouais, mauvais souvenir ça. Mais oui, mener 3-1, revenir à la maison au Game 5, tu te mets quand même dans des très bonnes conditions pour remporter la série. Donc il faut y aller le couteau entre les dents. Et si je peux amener te poser une petite question sur un ajustement, savoir si tu le ferais ou pas pour le Game 4, est-ce que tu ferais pas starter quelqu'un d'autre qu'Hartenstein dès l'entame de match? Tu mets Chet en 5, parce qu'on voit que la line-up à 2 grands, ça paye pas pour l'instant. Et là, ce match 3, je trouve que c'est assez flagrant qu'Hartenstein est bien ciblé par la défense des Wolves, surtout quand tu as un manque de spacing avec cette line-up à 2 grands. C'est surtout quand il y a eu 2 grands, je trouve qu'Hartenstein a vraiment subi la défense de Minnesota, parce que les mecs, ils savent que niveau spacing, quand t'as 2 grands, c'est pas l'idéal. Là où si tu joues avec 4 petits autour d'Hartenstein,
peut-être qu'il y aurait eu un peu moins de déchets de sa part, et il y en a eu un peu moins dans le match quand Hartenstein était seul pivot, même si on n'a pas vu tant de séquences que ça. Et oui, la meilleure séquence, enfin la meilleure équipe d'OKC qu'on a pour l'instant cette série, c'est une line-up avec Chet en 5 et 4 petits. Donc, est-ce que toi tu passerais avec Chet en 5 dès l'entame de match? Moi, je serais pas du tout dérangé de le faire, hein. De toute façon, on en avait parlé avec Constant, on l'a dit, hein. Et comme là, tu l'as bien répété, la line-up à deux grands face aux Wolves, c'est globalement un truc qui marche pas. Tu l'as vu uniquement sur le starting line-up, un petit peu là sur le deuxième quart-temps, et tu l'as même pas vu sur le retour en deuxième mi-temps. Donc tu vois bien quand même que Marc Guignot, il se rend compte que c'est problématique d'avoir Hartenstein et Chet tous les deux sur le terrain. Non, moi je le ferais, et comme on l'a dit, c'est quelque chose que Daigneault avait déjà tenté en saison régulière, notamment un match contre les Hawks où Hartenstein était sur le banc. Moi, je serais pas du tout contre, et qui c'est que je mettrais à la place? C'est la question, ça. Kayson, hein? Ouais, Je serais tenté de mettre Kayson, moi, je pense, hein. Je me tâte avec Caruso, mais oui, je serais plutôt partant aussi. C'est pour ça que je posais la question, c'est que je serais plutôt partant de remettre Chet en 5, parce que c'est vraiment là, en plus, où il est le plus pertinent. Et tant pis, Hartenstein a un peu sacrifié, entre guillemets. Bon, il aura quand même les minutes quand Chet n'était pas là, hein, et tu peux toujours tester quelques séquences avec deux grands, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas un truc qui paye sur cette série. Et ouais, Kayson ou Caruso, je sais pas trop. Moi, je préfère Kayson, tu vois, Caruso, son rôle en sortie de banc, c'est toujours assez valuable, et Kayson, de toute façon, est plus habitué à starter. Il a beaucoup starté cette saison avec les blessures de Chet ou Dratenstein. Donc, je pense pas que ça arrivait. Après, c'est pas impossible, tu vois. Genre, le fait qu'ils mettent pas Hartenstein sur le début de la seconde mi-temps, ça veut peut-être dire qu'il va y avoir un ajustement. C'est Mais possible, hein. après, t'es quand même, comme tu l'as dit, tu gagnes quand même 2-1. C'est quand même toi qui as la main sur cette série. Il faut pas non plus tout changer ton plan de jeu, tu vois, ça peut déstabiliser des joueurs de changer ton 5 majeur, etc. Donc je pense pas qu'il va le faire, mais après je serais pas contre. Euh, Non, je suis Maintenant, plutôt là où je suis d'accord, c'est que je pense pas qu'il va le faire. Mais ouais, il y a ouais. pas d'urgence à le faire en tout cas. Oui, c'est ça, il n'y a pas Mais euh, d'urgence. mais ouais, non, j'avoue que je le ferai en mettant ouais, peut-être plus Kayson aussi dans le 5. Ça se discute avec Caruso, les deux me vont, hein, pour le coup. Mais oui, je pense pas qu'il le fera. Mais par contre, je pense que si l'entame est pas top, au bout de 3 minutes, Hartenstein il peut déjà sortir, hein. Pour le coup, là, il attendra peut-être encore moins que sur ce match-là, hein. Peut-être que là, t'as une entame, Minnesota ils prennent 6 points d'avance d'entrée, et que tu vois qu'Hartenstein il est ciblé. Il va peut-être le sortir direct et allez, bah vas-y Caruso, rentre direct quoi. Rentre Ouais. direct, on a besoin de toi. Ou peut-être Isaiah Joe, hein, d'ailleurs, hein. C'est peut-être plus le premier qui va rentrer, hein. Isaiah Joe, Donc, ouais, qui encore une fois a pas marqué ses tirs, ouais. qui a du mal à se mettre en rythme sur ses playoffs, enfin, de manière générale. Ouais. Mais bon. On va passer peut-être à un pronostic, ce match 4, qui, comme je l'ai dit, va être très crucial. Si les Wolves reviennent à 2-2, tu rentres à la maison avec des Wolves qui ont le momentum, et tu te retrouves quand même un petit peu, pas dos au mur parce qu'il y aura que 2-2, mais avec un match 5 qu'il faudra absolument gagner. Si tu es à 3-1, comme tu l'as dit, tu te retrouves quand même tu prends quand même une belle option sur la qualification en finale NBA, même si on le sait. Rien n'est fait quand il y a 3-1. Ok, si nous l'a déjà prouvé en finale de conf. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Qu'est-ce que tu vois, toi, pour le Game 4? Le pronostic direct là? Ben, qu'est-ce que tu vois, le scénario du match, et ouais, le pronostic? Ok. Minnesota couteau entre les dents, évidemment. Ok, si plus concerné. Je pense que là pour le coup c'était un non-match et vaut mieux que ça arrive une fois dans la série et tant pis là c'est bon, on est débarrassé, on a vu le pire match de la série et ok ici sera concentré sur le reste. Faut pas oublier ce qu'ils ont fait sur les 2 premiers matchs où clairement c'était la meilleure équipe. Je pense que pour le coup, tu vois, on l'a pas vraiment eu. Le game 2 était pas vraiment totalement serré. Il y a pas, tu sais, ça a pas été un money time avec grosse pression, parce qu'OKC a quand même bien maîtrisé le match au final. Je pense que ce game 4, ça va être le premier match vraiment serré, pour le coup. On va enfin avoir un money time, ça va jouer à pas grand chose et ça va être cool, pour le coup. Et si je devais faire un prono, je mettrais OKC. Évidemment, parce que déjà, il Quand ne faut même, jamais parier contre OKC. quand même. Je suis un fervent fan du Thunder, donc, donc on parie pour le Thunder. Mais
au-delà même du côté fan, je pense qu'OKC, comme j'ai dit, c'est la meilleure équipe de cette série et je pense que tu pourras pas faire pire qu'aujourd'hui et qu'il y aura déjà des ajustements qui vont être faits, qui vont forcément payer à un moment donné. Peut-être, je sais pas sur qui je pourrais miser pour pour être le facteur X de la série et le mec un peu inattendu, mais tu vois, peut-être si on voit plus de Chet poste 5, peut-être Chet Holmgren qui fera un gros match et qui te met dans de bonnes dispositions. Mais dans tous les cas, je vois le Thunder gagner dans le Money Time parce que Minnesota, c'est pas une grande équipe de Money Time non plus. Voilà, donc t'as moyen de les battre dans le clutch. Là où Denver, on les craignait parce que c'était une équipe avec grosse expérience, etc. Mais même là, t'as réussi à prendre des matchs dans le clutch pour le coup. Je pense que ouais, OKC a pas du tout intérêt à faire s'éterniser la série. Et je pense que ça gagne allez, victoire de 4 points. 4 points d'OKC, ça se joue à l'arrache, au jeu des lancers, tu gagnes. Magnifique. Ça se passe bien. Chet mais c'est lancé sur ce coup-là. Magnifique. Ça passe. Moi, je suis globalement d'accord avec toi. Je pense que ça va être un match tendu, remporté par le Thunder. Faut savoir que le Thunder, même face aux Nuggets, n'a jamais perdu de match d'affilée. Et je les vois quand même mal, surtout après une telle défaite, revenir en étant même pas aussi passif, mais revenir avec un petit peu de passivité, pas complètement à fond sur ce match. Je pense qu'ils vont revenir vraiment, comme tu l'as dit, avec le couteau entre les dents. Et je pense que les Wolves aussi vont venir avec le couteau entre les dents. Et je pense que justement, comme tu l'as dit, ça va être une belle opposition où tu vas un petit peu avoir les deux équipes pas à leur plein potentiel, mais en tout cas deux bons matchs des deux équipes avec un match que je pense pareil serré dans le clutch, mais que qu'OKC va prendre parce que comme tu l'as dit, je pense que dans le clutch tu vas mieux réussir à gérer que les Wolves. T'as eu pas mal de tests face aux Nuggets. On disait qu'on manquait de data avant dans le clutch. Maintenant, on est plutôt pas mal, surtout On en est rodé là. playoff. On est plutôt pas mal, voilà, surtout en playoff. Donc, je pense qu'OKC va le prendre. Moi, de toute façon, mon prono, il est à 4-1. Et j'avais dit qu'on en prenait un des deux au Target Center. Donc, je suis obligé de dire Victor OKC. Et de toute façon, comme toi, je dis tout le temps Victor OKC. Donc, voilà, j'ai du mal à pronostiquer autre chose. Donc, voilà. On est les gens optimistes de Weird Thunder. Voilà, c'est ça. Après, mon prono d'avant-série, c'était 4-2 OKC, tendance 4-3. J'étais pas hyper serein. Après le Game 1, j'ai dit, oh, ça va être 4-3 OKC cette histoire. Bon, là, moi, j'ai dit 4-1. On va voir, mais oui, on est partis tous les deux sur une petite victoire du Thunder. J'ajouterais quand même une victoire du Thunder dans un match défensif, parce que rappelons qu'OKC, quand ils se déplacent, ils ont moins 15 dans toutes leurs stats d'adresse. Donc c'est pas facile de développer de l'attaque comme ça. Et je pense pas que Minnesota, même si OKC les a laissés jouer, je pense pas que Minnesota sera aussi adroit. Je pense pas qu'on aura un match de Minnesota où ils sont aussi adroits que ce match 3. De toute façon, j'attends un match typique d'OKC, énorme en défense, mais maladroit. Voilà. Mais une victoire quand même. 98, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on est bon? Bah, c'est bon pour moi. Voilà, on aura quand même réussi à faire presque 1 heure sur un blowout à 42 points. C'est qu'on a toujours des choses à dire finalement. Voilà, j'espère que ce débrief vous aura quand même plu malgré l'issue du match. Après, si vous êtes fan des Wolves, j'imagine que vous êtes régalé en nous écoutant. Voilà, n'hésitez pas à nous dire votre prono dans les commentaires, à nous suivre partout sur Twitter, sur YouTube. On se retrouve très très vite pour le débrief du Game 4. À bientôt! Salut!